Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour le dernier webinaire de l'année sur un sujet passionnant et vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Un grand merci à vous tous. Nous parlerons aujourd'hui donc de reporting de durabilité avec les points d'attention pour la clôture 2025 et la deuxième édition du rapport de durabilité pour l'année 2025. Et puis, bien évidemment, nous ferons un point des perspectives dans le contexte omnibus. Et ce sera un point un peu permanent, puisque nous en reparlerons évidemment en 2026 avec l'arrivée des textes sur le sujet. Je donnerai la parole dans un instant à nos deux conférencières, qui sont Carole Masson, qui est associée chez Forbis Mazars, qui vice-préside la commission durabilité de la compagnie, sur la partie comité ESRS et puis qui est membre de la commission des normes d'information en matière de durabilité de l'autorité des normes comptables. Un grand merci, Carole. Et puis merci beaucoup à Anne également, puisque Anne Langlette sera également notre conférencière. Elle est associée chez Price et vice-préside également la commission de durabilité de la compagnie, mais là en charge de la partie taxonomie. Un grand merci à toutes les deux. Avant de vous donner la parole, un petit point donc, pour notre début d'année 2026. Nous devrions démarrer l'année avec des aspects fiscaux. Bon, je dois dire que je ne suis pas sûre que nous pourrons parler projet de loi de finances, mais on ne sait jamais. En tout cas, nous essaierons de faire un point d'actualité fiscale. La date n'est pas encore complètement fixée, mais ça devrait être en début de mois. Nous aurons une conférence le 27 janvier sur l'information financière sur la durabilité et les problématiques de connectivité entre état financier et état de durabilité. Nous pourrons faire un pont avec ce que nous avions formulé lors de notre dernier colloque sur la connectivité, colloque qui a eu beaucoup de succès et nous avions dit que nous ferions un retour. Donc, ce sera le cas le 27 janvier. Cédric Tonnerre donc, nous parlera de cette information financière et de connectivité. Et puis, nous aurons également Cédric Tonnerre qui est associé chez Mazars. Et puis, nous aurons également Lise Chorkes, qui est déléguée générale d'Actéo, qui nous présentera le point de vue des entreprises. Au mois de février, eh bien, nous ferons un point sur les opérations de fusion-scission avec Annelise Blandin, qui est associée chez EY. Nous ferons également un point sur le reporting volontaire en matière de durabilité et l'assurance liée. Les, les conférenciers, peut-être les conférencières d'ailleurs, sont encore à déterminer, mais il y aura probablement Sarah Bagnon qui est associée chez KPMG. Et puis nous aurons également le 19 février, alors pour cette conférence de reporting volontaire, la date est encore à fixer, ce sera soit le 3, soit le 17 février, mais n'hésitez pas à regarder sur notre site, ça va être très prochainement fixé. Et puis le 19 février, alors nous aurons une conférence sur un sujet qu'on n'a pas l'habitude de traiter, puisqu'on traitera d'ESG, mais du point de vue de l'évaluateur. Nous traiterons donc de l'intégration des thématiques ESG dans l'évaluation. Et ce sera Virginie Auvergnat qui animera et organisera d'ailleurs cette conférence avec d'autres conférenciers. Virginie est associée chez EY. Nous parlerons ensuite, alors les dates sont encore à définir, mais nous aurons une conférence sur la crypto-monnaie, une conférence sur Rate Regulated Activities, sur les crédits carbone. Bon, je vous en reparlerai plus tard lorsque les dates seront davantage fixées, mais comme vous le voyez, dès janvier-février, nous avons pas mal de conférences sur des thèmes qui, je suis sûre, vous passionneront. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le site pour la mise à jour de ces dates. Merci en tout cas à tous de votre fidélité. Vous savez que vous pourrez poser vos questions pour la conférence de ce matin sur le fil QR, questions et réponses. Nous y répondrons plus exactement, nos deux conférencières y répondront en fin de conférence. Il nous reste à vous souhaiter une très bonne conférence, mais je ne doute pas qu'elle sera passionnante avec Carole et Anne, à qui je cède la parole. Un grand merci. Merci beaucoup, Sonia. Donc, bonjour à tous. Anne et moi, nous sommes vraiment ravis de cette occasion qui nous est donnée de vous présenter ce matin les dernières actualités en matière de reporting de durabilité. Vous le savez, l'actualité est très riche en ce moment. La date de la conférence a d'ailleurs été particulièrement bien choisie puisque nous sommes a priori à seulement quelques heures d'avoir enfin la vision définitive de la nouvelle CSRD. On va voir qu'il faudra attendre sans doute un petit peu plus du côté des normes ESRS révisées. On va vous expliquer tout ça dans un instant.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais mentionner que les éléments qui vont vous être présentés ce matin s'appuie très largement sur les analyses, les réflexions que nous avons menées et que d'ailleurs que nous continuons de mener dans le cadre de groupes de travail au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, sous l'égide de la commission durabilité qui est présidée par Sarah Bagnon. Alors nous avons trois grandes parties pour cette conférence ce matin. Nous allons tout d'abord faire un point précis sur le paquet Omnibus 1 pour vous présenter les points clés du texte provisoire qui va amender la CSRD. Vous savez sans doute qu'un accord a été trouvé en trilogue le 8 décembre dernier. Nous allons ensuite consacrer une partie importante de cette conférence à la présentation des points majeurs de l'avis technique de l'EFRAG sur les projets de normes SRS révisés. Cet avis technique a été remis à la Commission le 3 décembre. Et puis nous terminerons par un panorama sans doute rapide des points d'attention pour la clôture 2025 en faisant le lien à chaque fois que c'est pertinent avec les projets de normes SRS pour vous indiquer voilà, ce qui relève de clarification et qui peut donc être appliqué cette année dans le cadre de la mise en œuvre du 7.1, je dirais, versus ce qui relève de nouveautés qui ne peuvent donc pas encore être appliquées. Alors on va tout d'abord s'intéresser à la révision de la CSRD pour regarder les mesures qui ont été prises ou qui sont sur le point d'être prises pour réduire la charge de reporting des entreprises. Alors avant d'aborder l'actualité la plus récente, on va prendre quelques instants pour revenir sur ce qui a déjà été acté ces derniers mois, sachant qu'on ne va se focaliser aujourd'hui que sur la CSRD. On ne parlera donc pas CSDDD sur le devoir de vigilance. Il y aura sans doute l'opportunité de vous en parler dans le cadre d'une prochaine conférence. Alors, je pense que vous l'avez en tête, hein, mais les propositions de février incluaient pour mémoire deux projets de directives. Tout d'abord, la directive qu'on appelle Stop the Clock. Cette directive, elle a été adoptée le 16 avril dernier et elle reporte, comme vous le savez, de 2 ans l'application de la CSRD pour les vagues 2 et 3. Et en France, on a eu la loi DADU pour 2025 qui a été promulguée au printemps et qui a entériné ce report. Et je rappelle qu'il n'y a plus d'exigence de publication de DPEF cette année, y compris pour les entreprises qui bénéficient du report de 2 ans. On a également dans le paquet Omnibus 1 un autre projet de directive qu'on appelle Content. C'est la directive la plus importante, je dirais, à terme, puisqu'elle vise là à modifier le contenu de la CSRD, en particulier les seuils qui permettent d'identifier les entreprises qui sont soumises à un reporting obligatoire. Donc on rappelle au milieu du slide les grandes propositions de la Commission, mais on va voir juste après qu'on a aujourd'hui un projet de texte de compromis entre le Conseil, le Parlement et la Commission qui amende les propositions de la Commission de février. En complément des modifications qui sont en train d'être décidées sur les textes de niveau 1, on a également des simplifications qui sont apportées au texte de niveau 2. Donc les entreprises qui devront publier un état de durabilité selon la CSRD révisée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, eh bien, vont appliquer des normes SRS révisées, très simplifiées par rapport au 7.1. Et on va revenir sur ce travail de simplification qui a été mené par les FRAG en partie 2. Et on parlera en partie 3 de la conférence du règlement Quick Fix sur les ESRS qui apporte quelques allègements dès cette année, donc pour les entreprises de la vague 1. On a également des simplifications qui sont apportées aux informations à publier en lien avec la taxonomie verte. Et Anne fera le point dans un instant sur la possibilité d'appliquer ces simplifications dès les publications 2026. Alors, je l'ai dit rapidement en introduction, nous sommes à quelques heures d'un vote crucial au Parlement européen, puisque ce midi, le Parlement doit voter sur le texte de compromis qui a été trouvé sur la directive Content la semaine dernière, lors d'un deuxième trilogue qui s'est tenu le 8 décembre. On avait eu un premier trilogue de mémoire le 18 novembre. Et vous avez sur ce slide, en haut à droite, le lien vers la position du trilogue. Alors, sauf surprise, on devrait donc savoir aujourd'hui quel sera le contenu définitif de la nouvelle CSRD. Et une fois que le Parlement européen aura approuvé le texte de compromis, en pratique, il restera, je dirais, à attendre la publication au journal officiel de l'Union européenne, qu'on attend début 2026, puis l'entrée en vigueur.
Et ensuite, les États membres auront 12 mois pour transposer le texte en droit national. Alors, si on regarde un point clé de la directive Content, à savoir les nouveaux seuils, on voit que l'atterrissage trouvé en trilogue correspond en pratique à la position de négociation qui avait été adoptée par le Conseil en juin. Et cette position, comme vous le voyez, elle allait un cran plus loin par rapport à ce que la Commission avait proposé en février, puisqu'on introduisait un seuil cumulatif par rapport au montant de chiffre d'affaires. Et puis, la proposition du Conseil, elle était néanmoins moins extrême que la position de négociation qui avait été adoptée au Parlement le 13 novembre, puisque là, le Parlement proposait un seuil à 1750 salariés. Donc, sur la base du texte de compromis, on aurait donc désormais deux critères cumulatifs à 1000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires net. Et ces critères, c'est important de l'avoir en tête, ils s'appliqueraient de la même manière que l'entreprise ou le groupe d'ailleurs soit ou non coté sur un marché réglementé de l'Union européenne. Donc vous voyez par rapport aux chiffres qu'on a présentés là en bas, cette évolution des seuils, elle aura bien sûr des effets très importants sur le nombre d'entreprises soumises à un reporting obligatoire et donc à audit obligatoire, avec une réduction attendue de l'ordre de 90% par rapport à la CSRD de décembre 2022. Et on voit aussi hein, qu'on arriverait à un nombre d'entreprises inférieur en termes d'entreprises couvertes par rapport à ce qu'on avait avec la NFRD. Donc Anne, je te laisse la parole pour nous en dire plus sur ce texte de compromis. Merci Carole, bonjour à tous. Alors effectivement, on va faire un petit zoom sans rentrer dans trop de détails, mais un sur les évolutions du scope et sur d'autres évolutions majeures. Donc concernant le sujet des seuils, Carole l'a évoqué, en fait on sort d'une logique de vague 1, vague 2, vague 3, et on passe à une logique plutôt binaire avec cette logique de seuil. Donc je suis soit au-dessus des seuils, soit en dessous des seuils, peu importe que je sois coté ou non. Et donc ces seuils, c'est 1000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires net. On a pour les entreprises non européennes ce seuil de 450 millions d'euros aussi pour l'entreprise mère au sein de l'UE et du coup 200 millions d'euros de chiffre d'affaires filiales ou succursales. Il y a un point important, c'est le sujet des exemptions, en fait, dans ce qu'on doit retenir. Là, le texte vient introduire une exemption transitoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des entreprises qui étaient dans la vague 1, sauf qu'elles se retrouvent maintenant en dessous des seuils. Donc, en fait, elles vont sortir du scope. Et ce texte prévoit une logique de disposition transitoire pour essayer d'adresser l'exercice FI 25 et FI 26 pour ces entreprises qui sortent du scope. Sauf que dans les modalités pratiques, il y a quand même un point d'interrogation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le texte prévoit l'intention. En revanche, il laisse la main aux États membres pour déterminer un véhicule législatif pour mettre en place cette exemption transitoire dès l'exercice FI 25. Donc en fait, ce sujet est à suivre de près pour comprendre s'il va être mis en place et quelles en seront les modalités pratiques. Voilà, donc on le suit. Ensuite, exclusion des PME cotées, d'accord. Il y a une exemption également possible pour les holdings financières et pour les grandes filiales cotées. Alors, je vais peut-être m'attarder sur le deuxième point. Donc, sur le sujet des grandes filiales cotées, finalement, la CSRD d'avant, elle disait, j'ai des exemptions pour les filiales, sauf pour les filiales qui étaient larges et cotées. Et ben, cette logique-là disparaît et on a une exemption possible, y compris pour les grandes filiales cotées. Donc, ça concernait notamment des sous-paliers, avec des grandes filiales cotées, si on a une filiale cotée dans un certain pays, ou alors également pas mal dans le secteur financier. Ensuite, on introduit une clause de révision à 5 ans, CSRD et CS3D, ça c'est une logique importante. Et ensuite, dans les autres évolutions majeures, alors on ne peut pas s'attarder sur tout ce qui est introduit par cette CSRD. En revanche, je vais en citer quelques-unes. Donc, concernant l'assurance raisonnable, donc on a abandonné l'idée de l'assurance raisonnable. En revanche, l'exigence d'un acte délégué sur des normes d'assurance limitées est bien maintenue. En revanche, la date limite d'adoption, elle est reportée au 1er juillet 2027.
Ensuite, concernant la chaîne de valeur, et notamment cette idée de value chain cap. Alors là, l'idée reçue, c'est de se dire, il y a une interdiction de demander des informations aux entreprises euh, au-delà de la norme volontaire qui est la future VSME qui sera adoptée donc par la Commission européenne. Sauf qu'en fait, c'est pas une interdiction de demander. On est sur un droit de refuser de les fournir pour ces entreprises, ces informations, et une obligation, là, pour les entreprises qui vont demander ces informations au-delà de la norme volontaire, donc une obligation d'informer que ces informations demandées, elles dépassent ce qui est prévu par la norme volontaire. Donc en fait, il n'y a pas une interdiction de collecter, il y a bien un droit de refuser de fournir des informations et une obligation d'informer les entreprises que ça va au-delà de la norme volontaire. Voilà. Ensuite, il y a une extension de la possibilité d'omission des informations. Donc, vous vous rappelez qu'on avait différents cas possibles d'omission. Il y en a davantage, mais ça reste sous condition. Préjudice commercial sérieux, secret des affaires, information classifiée, obligation légale de confidentialité. Malheureusement, on ne va pas pouvoir rentrer dedans. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que ça reste quand même assez encadré. Ensuite, sur les normes sectorielles, donc on abandonne la logique des normes sectorielles, c'était prévu. En revanche, elles sortent par la porte, mais on a quand même une idée de guidelines volontaires qui reviendraient par la fenêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que cette idée de normes volontaires, on comprend que c'est potentiel et que ça va être soumis à des consultations de parties prenantes et que ce serait quand même bien utile d'avoir ces guidelines sectorielles. Voilà. Plans de transition sont supprimés dans la CS3D, mais ils restent identiques dans les disclosures demandés dans la CSRD. Voilà. Et donc, comme l'a dit Carole, en termes de publication, on est sur le premier trimestre 2026 pour la publication au journal officiel normalement, puis transposition dans les 12 mois. Et Carole, je te laisse la parole pour la suite. Merci Anne. Donc on va regarder maintenant où on en est du processus de révision des normes SRS. Donc là encore, on a franchi récemment une étape majeure, hein. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que l'EFRAG a remis le 3 décembre son avis technique à la Commission européenne. Alors cet avis technique, hein, c'est l'aboutissement de plusieurs mois, vous le voyez, hein, de travail vraiment intense au niveau de l'EFRAG. Et évidemment, l'EFRAG a dû trouver un compromis compte tenu des très nombreuses contributions et des très nombreux avis qui ont été exprimés par les parties prenantes qui se sont fortement mobilisées, en particulier dans le cadre de la consultation publique qui avait été lancée cet été. Alors j'insiste sur un point qui est vraiment important. La révision des ESRS, elle ne s'arrête pas avec la remise de l'avis technique. La Commission européenne, elle doit maintenant suivre son propre due process. Vous avez là les étapes rapidement formalisées sur cette frise. Et elle va devoir notamment consulter les États membres et sans doute lancer une consultation publique d'un mois sur un projet d'acte délégué. La Commission va lancer ce due process une fois que le contenu de la nouvelle CSRD aura été définitivement adopté. On a vu avec la présentation d'Anne qu'il y a des interactions fortes évidemment entre la CSRD et les ESRS, notamment sur le sujet de l'omission d'informations confidentielles. Donc le contenu du 7.2 n'est pas encore définitivement connu. La commission aura, je dirais, toute l'attitude pour modifier l'avis technique de l'EFRAG, même si on ne s'attend évidemment pas à des modifications nombreuses et majeures, mais à confirmer en pratique. Donc la commission, elle prévoit d'adopter l'acte délégué relatif au 7.2 courant 2026. Et il faudra attendre la publication au journal officiel de cet acte délégué pour voir si en pratique, les entreprises pourront appliquer, je dirais par anticipation, dès l'exercice 2026, ce jeu de normes révisées. Alors à droite, là sur le slide, on a mis tous les liens qui vous permettent d'accéder aux différents éléments qui ont été publiés par les FRAG. Et en plus du lien vers les projets de normes révisées, vous pourrez notamment aussi accéder, si ça vous intéresse, aux versions comparées par rapport aux exposés sondages qui avaient été soumis à consultation publique cet été. Alors, l'EFRAG a annoncé qu'il avait l'intention de publier au cours du mois de décembre, donc d'ici à la fin de l'année, les bases de conclusion des projets de normes, également une note explicative sur l'avis technique. On a eu à ce stade une fact sheet
qui est déjà intéressante pour prendre du recul sur les principales propositions qui sont faites. Et donc, on attend un document un peu plus détaillé sur la manière dont les FRAG a travaillé et sur finalement les arbitrages qui ont pu être faits. Et puis, on attend aussi le résultat d'une analyse coût-bénéfice qui a été menée en parallèle. Autre élément important, les FRAG a annoncé lors de sa conférence là, le 4 décembre de mémoire pour présenter l'avis technique que IG3, vous savez, la guidance qui liste tous les points de données des normes ESRS dans un fichier Excel, eh bien IG3 sera normalement assez rapidement mise à jour en lien avec l'avis technique. Et puis les FRAG devraient travailler dans les mois qui viennent sur davantage de guidance, notamment sur les informations à publier sur les effets financiers attendus pour compléter les normes en elles-mêmes. Dernière information utile, les FRAG a ouvert début décembre un Knowledge Hub qui permet d'accéder de manière interactive aux normes ESRS du 7.1 avec toute la guidance qui a pu être publiée par les FRAG, les FAQ, les IG, etc. Et c'est a priori assez intuitif et ça permet bien de relier tel paragraphe de la norme avec tous les éléments, je dirais, interprétatifs autour de ce paragraphe. Et on nous a indiqué que cette ressource serait mise à jour une fois que le 7.2 serait définitif. Donc Anne, je te laisse la main pour faire un petit update sur la taxonomie. Oui, alors la saga de la taxonomie. Donc là, le point qu'on va faire, c'est forcément sur cet acte délégué taxonomie. Et la question, c'est application dès l'exercice 2025. Alors pour rappel, cet acte délégué taxonomie, c'est pas une révolution, mais malgré tout, il comporte des dispositions de simplification assez intéressantes, simplification des templates, introduction d'un seuil de matérialité, réduction, simplification de l'approche sur le DNSH pollution. Donc, c'est pas une révolution, mais malgré tout, les entreprises ont besoin de l'appliquer dès cette clôture. Et donc, application non obligatoire dès cette clôture, mais application possible, si je simplifie. Et donc, dans notre saga sur le processus d'adoption, on a eu d'abord une prolongation de la scrutiny période. Et donc là, on est cette semaine à nouveau au cœur de l'actualité. Pourquoi? Parce qu'on a au niveau du Parlement eu donc des motions d'objection. Le 3 décembre, il y a eu le rejet de la première motion d'objection par du coup les commissions Econ et Envi au Parlement européen. Et donc demain, on a un vote en plénière au Parlement. Bon, on ne devrait pas avoir de surprise, mais malgré tout, avec ces sujets de durabilité, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait jamais ce qui va passer. Mais ce vote en plénière au Parlement, donc au titre de la seconde motion d'objection, on va voir dans quelle mesure c'est rejeté. C'est probable que du coup l'acte délégué, on lève complètement les incertitudes. Et donc ça, c'est à suivre demain. Dans le cas probable où ça suit son cours, il n'y a pas de sujet, se pose la question, vu la date à laquelle nous sommes, 16 décembre, du processus jusqu'à la publication du journal officiel. Et donc, on a un sujet de délai administratif avec une espèce de période intercalaire que vous voyez avec la flèche bleue du bas, publication au journal officiel, point d'interrogation. Donc il faut savoir que dans les tuyaux, la Commission européenne a l'intention de publier une Q&A pour justement clarifier que ce texte serait bien applicable dès le 1er janvier, pour gérer justement cette période intercalaire. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais à suivre, demain, le sujet de la Q&A, et ça veut dire que si demain, il n'y a plus de sujet, le texte est dans le contenu stabilisé, et qu'ensuite on est juste dans la gestion de la période intercalaire, sachant que l'intention de la Commission, c'est bien que le texte soit applicable dès le 1er janvier, évidemment. Je m'arrête là, je vais passer au slide d'après. On vous a remis une synthèse de calendrier sur l'ensemble des sujets. Je ne vais pas le redétailler, c'est une synthèse que vous pourrez reconsulter. Peut-être les idées clés à retenir, c'est qu'il y a des choses qui sont applicables dès le reporting FI25, donc avec le quick fix, la taxonomie modulo, le caveat que je viens de faire.
concernant du coup la CSRD, le point à suivre sur Fiscalière 25, c'est le sujet du scope avec cette histoire de scope out des entreprises Wave One qui vont être en dessous des seuils avec ce que j'évoquais tout à l'heure de quel serait le véhicule législatif à la main des États membres pour permettre d'assurer cette disposition-là. Voilà. Et évidemment, la date de demain que Carole a mentionnée, la date d'aujourd'hui que Carole a mentionnée pour le sujet du Parlement et de la CSRD. Voilà. Merci Anne. Donc on va maintenant s'intéresser de plus près à la vie technique de l'EFRAG. On va démarrer en vous présentant les 6 leviers de simplification que l'EFRAG a identifiés pour répondre aux difficultés qui étaient posées, je dirais, par certaines sources de complexité dans les normes du 7.1. Donc ces 6 leviers, vous les voyez à l'écran. Premièrement, c'est la simplification de l'analyse de matérialité. On a ensuite la meilleure lisibilité, la meilleure concision de l'état de durabilité. Ensuite, la refonte des liens entre les informations générales et thématiques. L'amélioration de la compréhensibilité, de la clarté et de l'accessibilité des normes. On a également différentes mesures d'allègement qui sont proposées. Et enfin, l'amélioration de l'interopérabilité avec les normes internationales de reporting de durabilité et bien sûr en particulier les normes de l'ISSB. Alors, en plus de cette approche descendante, il faut que vous ayez aussi en tête que l'EFRAG a également mené un examen critique ascendant de chaque point de données pour hiérarchiser les informations selon leur pertinence, leur utilité dans la prise de décision. Et au final, vous le voyez, on arrive à une réduction d'environ 60% du nombre de points de données obligatoires. Tous les points de données volontaires ont eux, été supprimés. Et puis, on a des normes qui ont subi un gros régime, puisque elles ont été, enfin, la longueur des normes a globalement été divisée par 2. Alors, on attire ici votre attention sur le fait que ces chiffres, ils ne doivent pas être compris comme, je dirais, conduisant à une réduction mécanique et proportionnelle de la charge de reporting pour les entreprises. Clairement, les fondamentaux du reporting de durabilité, ils sont toujours là. De nombreuses informations complexes n'ont pas été supprimées. Donc en pratique, il va falloir, je dirais, évaluer précisément dans quelle mesure le 7.2 va, je dirais, concrètement alléger les travaux de préparation des états de durabilité. Et j'insiste également sur le fait que cet avis technique, là qu'on va vous présenter en détail, il n'est pas applicable pour le reporting 2025. C'est bien le 7.1 qui continue à s'appliquer cette année. On a vu qu'il y a un processus réglementaire qui est toujours en cours d'ici à l'adoption d'un 7.2 définitif. Et donc voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans votre esprit sur ce qu'on va vous présenter dans cette partie. Donc si on rentre maintenant dans le détail de chacun des leviers de simplification, on va essayer de vous en présenter les points les plus importants. On ne pourra pas tout détailler de la vie technique, mais on va essayer de se focaliser sur les points les plus importants. Alors sur le levier 1 relatif à l'analyse de matérialité, un point majeur, et qui concerne d'ailleurs un principe, je dirais, fondamental des projets de normes, c'est le fait que l'EFRAG propose d'indiquer de manière explicite que le 7.2 est un cadre d'image fidèle et non un cadre de conformité. Alors, il y avait eu beaucoup de débats à ce sujet avec le 7.1. En France, vous avez sans doute en tête qu'on a conclu au fait qu'on était face à un cadre de conformité. D'autres pays ont pu conclure différemment. Et là, sur ce sujet, eh bien, l'EFRAG a suivi très clairement la Commission, puisque la Commission considère que la CSRD de 2022 et donc les ESRS sont un cadre de fair presentation. Et donc, l'idée, c'était d'expliciter ça, de mettre en avant ce point dans le projet de norme ESRS 1 révisé. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire, image fidèle? L'image fidèle, c'est un principe qui s'appuie à la fois sur le respect des caractéristiques qualitatives des informations de durabilité, mais également sur le fait d'ajouter aux besoins des informations spécifiques à l'entité si ce qui est listé dans les normes ne permet pas, je dirais, de présenter fidèlement les IRO matériels qui ont été identifiés et la manière dont ils sont gérés par l'entreprise. Mais attention, fair presentation, ça ne veut pas dire, je dirais, du pick and choose.
Euh, et en pratique, hein, le cadre d'image fidèle, ça suppose de faire un pas de recul pour apprécier si toute l'information qui est utile à la prise de décision par les utilisateurs, eh bien, elle est bien présentée. Autre point important, le projet de norme ESRS 1, il clarifie ce qu'est une information matérielle en lien avec les besoins des utilisateurs de l'information. Et là, les FRAG distinguent les décisions des principaux utilisateurs des rapports financiers à usage général et les autres utilisateurs des états de durabilité à usage général. Et au global, l'objectif, c'est d'encourager, la publication d'informations qui sont plus ciblées en clarifiant que les états de durabilité à usage général, ils s'adressent à des utilisateurs, qui ont des connaissances, enfin une connaissance générale des thèmes qui sont couverts par les états de durabilité, et que également on a en tête que ces états, ils s'adressent, ils visent, à répondre aux besoins en matière d'information de groupes d'utilisateurs et non pas des utilisateurs, je dirais, isolés. Donc voilà, une meilleure, je dirais, description pour apprécier finalement de quelle manière mettre en œuvre le filtre de matérialité de l'information. Troisième point sur ce slide, toutes les informations dans les ESRS, donc y compris les points de données dans ESRS 2, seront désormais soumis au filtre de matérialité de l'information. Euh, donc, on a quand même une précision importante dans le projet de SRS 1, c'est que, il est dit que les informations générales qui sont issues de SRS 2, ce sont des informations fondamentales par nature et elles sont donc susceptibles de correspondre à des informations matérielles pour toutes les entreprises. Dernier point, il est écrit maintenant très clairement que si un héros matériel se rattache uniquement à un sous-thème d'une norme, eh bien l'entreprise ne sera pas tenue de présenter toute l'information qui est dans la norme relative à ce sous-thème. On va se focaliser sur l'information matérielle relative à ce sous-thème uniquement. Alors bien sûr, sauf si on a d'autres zéros matériels qui nécessitent de couvrir d'autres sous-thèmes de cette norme. Alors ça, c'est une clarification, hein. C'était déjà vrai avec le 7.1, mais on a désormais un paragraphe qui nous dit très clairement les choses. Alors, toujours en lien avec le levier 1, on a un autre volet majeur des propositions de l'EFRAG ici qui concerne toutes les clarifications qui sont apportées en lien avec le processus d'analyse de double matérialité. L'EFRAG a mis l'accent sur de nombreuses flexibilités qu'on avait déjà dans le 7.1. Par exemple, le fait de pouvoir démarrer par l'analyse des thèmes et des sous-thèmes en lien avec la connaissance de la stratégie et du modèle d'affaires de l'entreprise pour identifier les IRO matériels, plutôt que de partir d'une longue liste d'IRO. Les FRAG explicitent aussi qu'une entreprise n'a pas évalué tous les IRO possibles. Il n'est pas non plus systématiquement nécessaire d'examiner chacune des caractéristiques de gravité, ni chaque horizon temporel. Et on peut aussi, dans certains cas, se fonder uniquement sur des analyses, qualitatives pour pouvoir conclure. Donc là encore, globalement, ce sont des choses qu'on comprenait déjà avec le 7.1, mais les FRAG insistent sur ces éléments, je dirais, pour s'assurer que et les entreprises et les auditeurs sauront faire preuve de pragmatisme sur sur ce sujet. Deuxième point, la liste des thèmes, sous-thèmes et sous-sous-thèmes qu'on avait à la R16 de SRS1, elle a été rationalisée dans le 7.2 avec désormais simplement deux niveaux de granularité et surtout cette liste, elle n'est plus obligatoirement à considérer pour faire la DMA. Elle devient uniquement illustrative. Troisième point, on a directement dans le projet de SRS1 une guidance qu'on avait dans IG1, même si là elle a été un petit peu amendée, complétée, et qui permet en fait de dire que on n'a pas à mettre à jour tous les ans sa DMA. On doit le faire uniquement en cas de changement important dans les faits et circonstances propres à l'entreprise. Et le projet de SRS1 liste ces circonstances qui doivent amener l'entreprise à mettre à jour les éléments nécessaires dans sa DMA.
Un autre sujet majeur qui est traité par les FRAG, c'est qu'on a désormais des principes pour apprécier comment prendre en compte les actions de prévention, d'atténuation, de remédiation pour l'évaluation des impacts négatifs. Alors, c'est ce qu'on appelle en général de manière un peu rapide l'approche gross versus net. Donc là, les FRAC proposent d'apprécier la gravité et la probabilité d'occurrence des impacts négatifs potentiels en tenant compte uniquement des politiques et des actions de prévention et d'atténuation mises en place, mais uniquement pour celles dont on peut s'attendre à ce qu'elles réduisent de manière efficace la gravité ou la probabilité d'occurrence de ces impacts. Il va donc falloir en pratique exercer son jugement pour identifier quelles actions prendre en compte dans une vision que je qualifierais nette des choses. Mais point très important, les FRAC précisent que les informations sur les impacts et sur la manière dont ceux-ci sont gérés, eh bien, elles peuvent être pertinentes pour la prise de décision des utilisateurs, indépendamment de l'efficacité des actions qui ont été mises en place ou de l'efficacité avec laquelle les thèmes ont été réglementés. Et donc, on nous dit que dans telle situation, l'analyse de matérialité, elle doit en tenir compte. Alors, si on explique les choses un petit peu plus de manière concrète, je peux me référer à ce que l'EFRAG a dit dans sa conférence de présentation de l'avis technique. L'EFRAG a pris pour exemple le cas d'une entreprise de l'industrie pétrolière et gazière pour laquelle les utilisateurs souhaitent a priori savoir s'il s'agit d'une entreprise qui est sûre pour ses salariés. Et dans ce cas-là, on comprend bien que les utilisateurs, ils s'attendent à trouver des informations sur les enjeux de santé et de sécurité, même si l'entreprise, eh bien, elle a mis en œuvre des actions de prévention et d'atténuation qui sont efficaces. Donc c'est un sujet qu'on va devoir creuser pour bien comprendre en pratique les conséquences, notamment par rapport à ce qui a pu être fait, ce qui peut être fait dans le contexte du 7.1. Alors, autre point que l'on a mis en avant ici, les FRAC proposent de définir plus précisément ce que sont les impacts positifs. Alors, certains y verront une clarification, d'autres y verront peut-être une nouveauté. On nous dit notamment que les résultats des actions de prévention, d'atténuation, de remédiation qui sont mises en place par l'entreprise en réponse à des impacts négatifs, eh bien, ne correspondent pas à des impacts positifs. C'est également le cas pour des actions qui visent, je dirais, uniquement à être conformes avec la loi ou les réglementations. Et enfin, dernier point, rapidement, les FRAG a clarifié les critères d'agrégation et de désagrégation pour communiquer au niveau approprié et notamment en lien avec les informations à fournir par principale géographie. Alors, je vais maintenant passer rapidement sur le slide qui vous montre les évolutions de SRS2 en lien avec l'analyse de matérialité. Juste pour vous signaler que, vous savez, on a un DR aujourd'hui SBM3 qui présente le résultat de la DMA, l'interaction entre les zéros matériels et la stratégie et le modèle d'affaires de l'entreprise. Eh bien, dans le projet de 7.2, ce DR, il sera scindé en deux avec la liste précise des IRO matériels qui sera présentée dans le DR IRO 2. Et dans tous les cas, y compris pour la description du processus de DMA, on a voilà, tout un tas de points de données qui ont été, je dirais, rationalisés et on demande désormais des informations concises sur ces sujets. Et dernier point, il est clarifié qu'il est possible de présenter les informations générales sur les politiques, les actions, les cibles, les indicateurs de manière agrégée, c'est-à-dire en regroupant possiblement plusieurs IRO, par exemple au niveau d'un sous-thème, si ça reflète la manière dont ces IRO sont gérés par l'entreprise. Alors, sur le levier 2, qui concerne l'amélioration de la lisibilité, de la concision de l'état de durabilité, les FRAG introduit en pratique des flexibilités qui avaient globalement d'ailleurs déjà été mises en œuvre par des entreprises de la vague 1. Et l'enjeu ici, c'est de s'assurer que l'entreprise, elle va véritablement pouvoir raconter son histoire de manière pertinente, en évitant notamment des redondances inutiles. Et donc en pratique, l'entreprise va pouvoir inclure un résumé dans l'état de durabilité pour présenter les principaux messages relatifs à ces zéros matériels et à la manière dont ils sont gérés. Alors toujours bien sûr sous réserve
de respecter les caractéristiques qualitatives des informations de durabilité. On explicite aussi désormais qu'il est possible de présenter certaines informations en annexe à l'état de durabilité, par exemple des informations plus détaillées en lien avec une des sections de l'état de durabilité. Alors j'attire quand même votre attention sur le fait que l'EFRAG dit qu'il sera possible demain de mettre toute l'information taxonomie en annexe. Pour le coup, ça, ce serait une vraie nouveauté par rapport au 7.1 et ça ne nous semble donc pas possible dans le contexte du 7.1. Et l'EFRAG clarifie aussi qu'il est possible de présenter des informations supplémentaires, donc non matérielles, dans l'état de durabilité, si ces informations répondent aux besoins d'un utilisateur spécifique. Alors j'attire quand même votre attention sur le fait que ces informations, elles ne doivent pas obscurcir l'information matérielle et elles doivent être clairement identifiées comme ne résultant pas de l'analyse de matérialité. Et s'agissant du projet de SRS2 révisé, j'attire simplement votre attention sur le fait que les FRAG insistent sur la nécessité de donner des informations qui sont adaptées aux spécificités de l'entreprise, qu'il ne faut pas noyer le lecteur sous des détails excessifs inutiles. Et c'est d'ailleurs un constat que l'AMF a fait dans le cadre du benchmark que l'autorité a mené sur les états de durabilité 2024. Alors, si on regarde maintenant le troisième levier, il concerne la réorganisation des liens entre les informations générales et les informations thématiques. Donc, on a principalement deux axes d'amélioration. Tout d'abord, le fait d'avoir supprimé les redondances qu'on peut avoir aujourd'hui dans le 7.1 entre les exigences minimales de publication dans ESRS2, qui sont d'ailleurs renommées General Disclosure Requirements, et les informations à fournir en lien avec les normes thématiques, donc au titre des politiques, des actions, des sites, des indicateurs. Et puis deuxième axe, je dirais, de simplification, c'est le fait d'avoir supprimé certaines informations qui sont exigées aujourd'hui dans le 7.1. Par exemple, l'obligation de donner les raisons qui sous-tendent l'absence de politique, d'action, de cible en lien avec un IRO matériel. Et on retrouve aussi l'idée de donner de la flexibilité dans la présentation des informations pour éviter les redondances. Mais bon, on a déjà dans le 7.1 la possibilité de faire des renvois internes pour effectivement éviter ces redondances. Alors, si on regarde maintenant l'approche générale, je dirais, de réorganisation des liens entre les informations générales et les informations thématiques, bah, cette approche, bien sûr, elle a des conséquences hein, sur les normes thématiques elles-mêmes. On a là aussi un certain nombre de points de données qui ont été supprimés pour s'appuyer en priorité sur les nouveaux GDR dans ESRS2, sauf si les FRAG a pu considérer qu'il y avait nécessité de garder, je dirais, une spécification dans une norme thématique, mais globalement un allègement assez majeur des informations narratives dans les normes thématiques. Alors les FRAG, vous l'avez peut-être en tête, avaient envisagé de présenter dans ce qu'on appelait NMIG, Non-Mandatory Illustrative Guidance. On avait ce document dans la consultation de cet été. Donc les FRAG avaient envisagé de retirer, enfin plutôt de présenter dans ce document les points de données retirés dans les normes thématiques. Donc a priori, ce document, il ne va pas sortir tout de suite, mais il pourrait effectivement être publié dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et ceci, bien sûr, pour aider, je dirais, au développement de bonnes pratiques, mais avec l'idée que cette guidance serait bien non-binding. Et puis, autre point important, les FRAG a supprimé les compléments à ESRS2 qu'on a dans les normes thématiques du 7.1 en lien, par exemple, au DR IRO 1 ou au DR SBM3. Vous savez qu'il fallait aller chercher avec le 7.1 des compléments dans les normes thématiques. Alors, on aura quand même des nouveaux DR dans E1 pour compléter l'information au titre des DR IRO 1 et SBM3, mais formellement, ça n'est plus libellé comme étant des informations à présenter en regard des informations générales dans l'état de durabilité. Anne, je te donne la parole pour poursuivre avec le levier 4. Merci Carole. Alors effectivement, on continue. Donc levier 4,
pas de grosses surprises. Donc, on est sur l'amélioration de la compréhensibilité, de la clarté et de l'accessibilité des normes. Donc, modification de la structure générale des normes. Et là, on a nos exigences d'application AR qui étaient cachées à la fin des normes, qui sont maintenant présentées directement à côté de nos disclosure requirements, donc juste en dessous. C'est un peu plus logique. Voilà. Donc là, c'est de la lisibilité. Et elles sont liées uniquement à des considérations méthodologiques obligatoires. Ok, ça c'est simple. Ensuite, suppression de la totalité des data points volontaires, ça on l'a dit dès le début, donc tous les may disclose ont disparu. On peut aller au slide suivant. Là, on va attaquer un levier un peu plus étendu, donc le levier 5, les autres propositions d'allègement. Donc, on va en dérouler un certain nombre. Donc, le premier, c'est le sujet des omissions de publication d'informations qui sont requises par les ESRS. Et donc, vous avez entendu tout à l'heure, on a parlé dans la CSRD de l'extension de ces omissions possibles. Et finalement, dans les ESRS, ce qu'il faut retenir là, c'est que dans la vie technique, l'EFRAG a écrit quelque chose d'assez court. Ils ont écrit dispense de publication si la loi ou les réglementations européennes applicables interdisent à l'entreprise ou lui permettent d'omettre ces informations. Donc, c'est très court. C'est très limité et puis surtout, ça veut dire qu'on ne s'étend pas sur le sujet parce que finalement, c'est un sujet qui est traité au niveau de la CSRD et vous avez entendu tout à l'heure les différentes catégories qui sont draftées dans la CSRD. Voilà. Ensuite, gros morceau, l'ajout de la notion de undue cost or effort. Donc évidemment, premier caveat, c'est que c'est une notion qui est très large et qui est sous condition. D'accord ? Les premiers éléments à avoir en tête, c'est que cette notion d'undue cost or effort, elle est encadrée avec un certain nombre de cas qui sont énumérés dans la norme. Donc, lorsque l'entreprise identifie les îlots matériels, lorsqu'on définit le périmètre de la chaîne de valeur, lorsqu'on élargit les informations à fournir sur la chaîne de valeur, lorsqu'on prépare les indicateurs, lorsqu'on prépare les informations relatives aux effets financiers actuels et attendus. Donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend l'idée. Par contre, la question qui vient après, c'est c'est quoi les facteurs qui constituent un undue cost or effort? D'accord? Donc là, la norme, elle vient effectivement dire que déjà, ça va dépendre des faits et circonstances propres à l'entité, qu'il va falloir un équilibre entre le coût pour l'entreprise et les bénéfices de l'information pour les utilisateurs. La norme, elle vient aussi dire qu'il va falloir réévaluer de manière périodique et qu'on réexamine à chaque période si ces informations, elles sont vraiment dans le cadre de undue cost or effort. Et puis qu'il faudra une amélioration progressive aussi, tout simplement, parce que la disponibilité de ces données, elle devrait augmenter avec le temps. Et donc s'améliorer. Voilà. Ensuite, il y a aussi tout un tas de facteurs qui sont énumérés dans la norme qui permettent de faire ce jugement. La norme les cite en disant voilà aussi les critères pour juger du undue cost or effort, donc la taille, les ressources, la préparation technique, la complexité de la chaîne de valeur, etc. L'idée là, c'est qu'on va pas pouvoir tout dérouler, mais en tout cas, c'est quand même sacrément encadré. Donc ça, c'était pour le undue cost or effort. Ensuite, on a une flexibilité pour l'identification des impacts, risques et opportunités matérielles qui sont liés à la chaîne de valeur. Pourquoi donc pour les informations sur ce sujet, parce qu'avant, on avait une espèce de hiérarchie entre la collecte directe des données versus les estimations, et donc ça, cette hiérarchie-là, elle disparaît. Ensuite, autre allègement, celui qui est tout en bas sur la slide, c'est cette exception qui est introduite sur les actifs loués. Donc, exception à quoi? Exception au périmètre de reporting. Et qu'est-ce que ça vient dire finalement, cette exception sur les actifs loués? De manière très basique, on vient dire pour le locataire, le locataire va devoir déclarer les impacts qui sont liés à l'utilisation de l'actif loué dans le cadre de ses
propres opérations, d'accord? Et pour le bailleur, finalement, lui, il va déclarer les impacts dans la chaîne de valeur. Donc, par exemple, sur les GHG emissions, le scope 3. Voilà. On peut passer au slide suivant. Dans les autres propositions d'allègement, il y a à nouveau d'autres choses. Donc, l'ajout de la possibilité, de la flexibilité sur la prise en compte des acquisitions et des cessions. Donc, qu'est-ce que vient dire l'avis technique là? Qu'on va pouvoir reporter à l'année suivante l'inclusion d'une filiale acquise, que ce soit sur le périmètre, mais aussi sur l'analyse de matérialité. Et même chose pour une filiale cédée, c'est-à-dire qu'on peut exclure la filiale cédée au cours de la période du reporting. Voilà, donc ça donne de la flexibilité sur ces sujets-là. Ensuite, on a la possibilité d'exclure d'un indicateur donné certaines activités, mais attention, là aussi, c'est quand même sous condition, parce que le sujet essentiel ici, c'est est-ce que ce qu'on va exclure, c'est un driver important de l'IRO, donc de l'impact, du risque ou de l'opportunité lié à cet indicateur, et est-ce que cette omission, elle va pas nuire à la pertinence de l'information publiée. D'accord. Ensuite, encore un autre allègement, on va avoir la possibilité de présenter des indicateurs sur un périmètre partiel. Donc, j'en ai dit un mot tout à l'heure parce que ça rentre aussi dans le sujet du undue cost or effort. Donc là, hors émissions de gaz à effet de serre, évidemment, et quand on a des données fiables que sur une partie du périmètre. Voilà. Et donc là, attention, c'est pas non plus la porte ouverte à tout, parce que l'entreprise, il faudra qu'elle indique les actions qu'elle a mises en place pour améliorer du coup la couverture du scope de l'indicateur. Et ensuite, un autre allègement, c'est sur les opérations conjointes, donc les fameux JO. Et donc là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien compris et qui avait été beaucoup commenté dans les lettres de commentaires, parce qu'on introduit la possibilité d'exclure les opérations conjointes du périmètre pour lesquelles l'entité n'a pas le contrôle opérationnel. Donc finalement, on mélange un peu les deux styles, parce qu'on mélange les notions de contrôle financier et de contrôle opérationnel, mais c'est comme ça que c'est écrit. Je continue avec les leviers. Vous voyez qu'on a encore une slide. Et d'ailleurs, on prend le temps parce que c'est quand même les gros morceaux des simplifications des ESRS, et on voit qu'il y en a à tous les étages. Donc, on a d'autres dispositions transitoires pour les entreprises de la vague 1. Alors, je rappelle qu'évidemment, le quick fix est toujours applicable. C'est pas détaillé sur ce slide, mais Carole en a dit un mot tout à l'heure. Et j'en profite aussi pour dire que là, vous allez voir, on va parler des nouvelles dispositions transitoires pour les entreprises de la vague 1. Mais par contre, l'EFRAG, dans son avis technique, évoque que, il traite le cas des entreprises de vague 1. Par contre, il laisse le soin à la Commission européenne de décider, elle, des dispositions transitoires qui conviendront le mieux aux entreprises hors vague 1. Donc, c'est-à-dire celles qui restent dans les seuils, mais qui n'ont pas encore appliqué, les ESRS. Donc, quelles sont ces dispositions transitoires supplémentaires pour les entreprises de la vague 1 ? Elles pourront omettre des informations quantitatives sur les effets financiers attendus au titre des exercices 2027 à 2029 inclus. Attention, il y a quelque chose qui n'a pas été bien vu, là, en tout cas dans ce que je peux recueillir des échanges avec les équipes et les entreprises, c'est que cette disposition-là, transitoire, elle n'est pas applicable à certains paragraphes de la norme E1, climat, et notamment, cette disposition transitoire, elle n'est pas applicable aux actifs à risque physique et à risque de transition. Donc, eux, ils arriveront avant. Voilà. Une autre disposition transitoire ajoutée, c'est sur les informations quantitatives liées aux substances préoccupantes, donc nos fameuses substances of concern. Et donc là, on a des dispositions transitoires sur les exercices 2026 à 2029 inclus. Donc ça, c'est toutes les difficultés que les entreprises ont pu rencontrer pour quantifier ces substances préoccupantes. Ensuite, autre disposition transitoire sur les anticipated financial effects. Donc là, on a maintenu
la volonté d'avoir des informations qualitatives et quantitatives, d'accord? Donc on maintient l'idée d'avoir des informations quantitatives. En revanche, on ajoute des allègements supplémentaires qui vont permettre de ne pas fournir des informations quantitatives dans certains cas. On vous a listé les cas. Donc ces effets financiers qui ne sont pas identifiables séparément, un niveau d'incertitude trop élevé, la notion undue cost or effort, capacité et ressources insuffisantes de l'entreprise. Attention, tout cela reste sous condition et sous réserve de transparence. Voilà. Ensuite, on ajoute aussi une possibilité, alors ça c'est surtout valable pour nos informations sur les ressources financières futures, à la mise en œuvre des actions et les effets financiers attendus, actuels et attendus. Donc la possibilité de fournir des fourchettes plutôt qu'un montant précis. En pratique, c'est déjà des choses que les entreprises faisaient. Voilà. Donc voilà pour le levier 5. On va passer au levier 6. Ce levier 6, il est également important. Donc là, on va parler d'interopérabilité et donc d'amélioration de l'interopérabilité avec les normes internationales. Donc je vais citer quelques éléments importants. Donc, on a du coup ce cadre reporting fondé sur l'image fidèle. Carole en a dit un mot. Et donc ça permet d'améliorer l'interopérabilité avec une emphase mise sur cette notion d'image fidèle. OK. Ensuite, on a un deuxième sujet qui est les références. Alors, non, je vais reprendre au début. Vous savez que dans les normes ESRS, on devait avoir des normes sectorielles. Je l'ai dit tout à l'heure, des normes sectorielles. Les normes sectorielles ont été abandonnées. En revanche, dans les ESRS actuels et dans la vie technique, on fait référence à des informations entities spécifiques dont on a besoin, et notamment pour pouvoir élaborer ces informations, on fait référence aux orientations sectorielles de l'ISSB, donc via les orientations sectorielles des normes SASB, comme étant une bonne base pour pouvoir développer des informations spécifiques à l'entité. D'accord. Donc ça, c'est un premier lien. Et par contre, caveat, vous l'avez entendu tout à l'heure, au niveau 1, dans la CSRD, il y a quand même une volonté de suivre ce sujet sectoriel avec des guidance sectorielles volontaires, donc à suivre. Ensuite, il y a l'intégration de mesures d'allègement qui sont également prévues dans les normes de l'ISSB. Mais attention, donc on a détaillé un certain nombre de mesures d'allègement au levier précédent. Là, attention, si on regarde la lettre de commentaire, la lettre de l'EFRAG à la Commission européenne, ils attirent quand même l'attention sur le fait qu'il y a un certain nombre de mesures d'allègement qui peuvent pas, en revanche, entraîner des divergences par rapport à l'ISSB parce qu'elles sont plus nombreuses dans les ESRS. Toujours levier 6, alors là on rentre dans les sujets de périmètre. Il y a un meilleur alignement du champ d'application entre le périmètre tel qu'il est décrit maintenant et le périmètre ISSB. Pourquoi ? Vous savez, il y avait cette approche additive dans les ESRS actuels. Et là, dans la vie technique, on propose de supprimer cette approche additive. Je rappelle que l'approche additive, c'est je pars du contrôle financier et je rajoute des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, que je n'ai pas attrapé via le contrôle financier, mais que j'attrape parce que j'opère certaines entités. Donc là, on abandonne cette logique d'approche additive. En revanche, on dit, on va avoir le contrôle financier comme étant la base de notre reporting des émissions de gaz à effet de serre. Et en revanche, je vais demander aux entreprises de reporter selon le contrôle opérationnel, mais attention, à part, et selon le contrôle opérationnel tel que défini par le GHG protocole, donc à part, si l'approche du contrôle opérationnel s'avère insuffisante pour décrire les émissions. D'accord ? Donc, ils ont laissé tomber cette notion de fair presentation ici, mais finalement, on dit quand même si c'est insuffisant pour décrire les émissions. D'accord ? Donc, finalement, on récupère quand même cette notion de contrôle opérationnel, mais à part. Voilà. Et donc aussi alignement concernant des éléments relatifs à la résilience climatique avec la norme IFRS S2. Je vous propose qu'on passe au slide suivant et je vois l'heure qui tourne. Carole, je la vois, donc je ne vais pas m'attarder.
Donc, on vous a remis une slide sur les principaux amendements ESRS2. Là, c'est typiquement la slide où on ne va pas s'attarder parce que finalement, par rapport au reste, il y a des choses qu'on a déjà dites. Alors, on va demander dans les Basis for Preparation que l'entreprise déclare que l'état de durabilité a bien été préparé conformément aux ESRS. OK. Ensuite, on simplifie les disclosures SBM3. Tout à l'heure, Carole a bien expliqué la logique entre SBM3 et IRO2. On rationalise toutes ces disclosures, y compris en diminuant le nombre de data points qui sont demandés sur ce qu'on appelait avant les MDR et qu'on appelle maintenant les General Disclosure Requirements. Je ne m'attarde pas davantage dessus, vous avez le slide. On va pouvoir passer au sujet de simplification des normes environnementales et on va notamment particulièrement commenter les sujets climat et on n'aura pas forcément le temps de rentrer dans les détails des autres, mais on vous a malgré tout fait les slides. Donc, sur les sujets climat, déjà sur le plan de transition, vous voyez qu'il y a cette notion de key features du plan de transition qui sont introduites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on encourage finalement les entreprises à recentrer leur reporting sur les caractéristiques clés du plan et à en faire une espèce d'exécutif summary qui permet d'avoir une vision consolidée et qui permet de comprendre immédiatement en quoi l'entreprise démontre sa compatibilité avec la transition. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième modification assez importante qui concerne les cibles et qui concerne les institutions financières. Et donc là, on a introduit une exemption uniquement pour les institutions financières pour les autoriser à dire il y a des cibles que je ne vais pas donner en valeur absolue et que je vais donner en intensité pour les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 catégorie 15 et donc sous condition. Ensuite, concernant le périmètre, je ne vais pas redétailler, mais ça nous paraissait important de le remettre ici parce qu'on en a parlé pour l'interopérabilité. Mais c'est avant tout une modification une modification de l'approche du périmètre avec suppression de l'approche additive, besoin quand même de reporter selon l'approche du contrôle opérationnel si le contrôle financier est insuffisante. Ça ne vient pas en plus, mais à part. Et ensuite, on vous a également remis pour le climat les effets financiers attendus. Pourquoi? Parce que finalement, ça fait partie des modifications très importantes et ça concerne la norme climat. Alors, je rappelle à nouveau que, attention, les dispositions transitoires qui sont introduites pour les entreprises de vague 1, pour les exercices 2027 à 2029, ne concernent pas certaines disclosures E1 et notamment ne concernent pas les actifs à risque physique et de transition. Il est 9h03, donc je ne vais pas avoir le temps, et c'était prévu comme ça, de commenter ni la norme pollution, ni la norme eau, biodiversité et économie circulaire. Peut-être juste un mot pour rappeler qu'il y a des dispositions transitoires que j'ai citées tout à l'heure sur la norme pollution. Et Carole, je vais te laisser la main. Vous avez évidemment les slides sur ces sujets où on a listé les principales modifications. Vous pourrez les lire à tête reposée. Et Carole, je te laisse la main pour détailler les sujets du S. Merci beaucoup, Anne. Oui, alors sur le volet S, on va aussi, je dirais, passer assez vite malgré tout. Je vais me focaliser sur 3 propositions assez majeures qui sont intégrées dans le projet de norme ESRS1 révisé. Alors tout d'abord, le sujet de la modification des seuils de détermination des pays significatifs, à la fois pour la ventilation du nombre total de salariés et pour la présentation des informations sur la négociation collective et le dialogue social. Donc en pratique, ça correspond au projet de DR S15 et S17. Donc ces seuils, ils impliqueraient désormais de reporter sur les 10 plus grands pays qui comptent chacun au moins 50 salariés. Donc potentiellement un niveau de granularité plus fin que ce qu'on a avec le 7.1. Vous avez en tête qu'avec le 7.1, on regarde les pays qui comptent également au moins 50 salariés, mais qui représentent au moins 10% de l'effectif total. Autre sujet qui devrait évoluer et qui avait suscité pas mal de discussions, c'est le sujet des salaires décents. Donc là, on a un un projet de DR S19 avec les FRAG qui proposent de supprimer toute hiérarchie dans les références à considérer
pour regarder si on verse un salaire décent dans les pays en dehors de l'Union européenne. Et là, la référence qui sera retenue demain, elle devra être dans tous les cas alignée avec l'accord de l'OIT de février 2024 qui définit des principes pour estimer un salaire décent. Donc j'irai forme de simplification dans l'approche et de mise à jour par rapport à une référence dont les FRAG ne disposaient pas au moment de la rédaction du 7.1, qui est l'accord de l'OIT de février 2024. Si on regarde maintenant l'écart de rémunération femmes-hommes qui est requis au titre du projet DRS 1.15, donc le fameux Gender Pay Gap. Donc là, dans le projet de SRS S1, on aura toujours l'exigence de présenter cet indicateur sans ajustement, donc au niveau consolidé. Bien sûr, si l'information est matérielle pour l'entreprise, mais généralement c'est bien sûr le cas. Par contre, il est précisé que l'entreprise pourra bien sûr présenter un écart ajusté par catégorie de salariés ou par pays, euh, comme, je dirais, comme une information spécifique à l'entité. Donc, en plus de l'indicateur non ajusté, si l'entreprise eh bien, considère qu'il existe des facteurs spécifiques qui peuvent expliquer d'éventuelles différences de rémunération et donc, bah, que c'est une information, je dirais, additionnelle, pertinente à présenter pour les utilisateurs de l'état de durabilité. Donc, retenez que l'indicateur non ajusté va rester l'indicateur normé, mais qu'on pourra présenter également un indicateur ajusté, comme d'ailleurs c'était le cas avec le 7.1. Sur G1, on va passer très rapidement. C'est une norme qui a fait globalement l'objet de, je dirais peut-être du plus de consensus dans le cadre des débats à l'EFRAG. Donc on peut simplement relever que la norme a été réorganisée. Elle est vraiment beaucoup plus lisible, beaucoup plus claire. On a désormais une présentation, je dirais, qui est alignée avec les autres normes thématiques, avec des exigences de publication qui respectent bien la structure par politique, action, cible, indicateur. Et puis une information qui ne figure pas là, mais vous aviez peut-être en tête que les FRAG souhaitaient introduire, on avait vu ça dans les exposés sondages, un point de données obligatoire relatif au nombre et à la nature des incidents confirmés de corruption ou de pots de vin survenus au cours de la période. Et il y a eu une forte opposition qui a été exprimée de la part des préparateurs qui ont pointé du doigt le caractère, je dirais, auto-incriminant de cette information et les risques juridiques qui pouvaient découler de la présentation d'une telle information. Donc en pratique, les FRAG a renoncé à ajouter ce point de données obligatoire. Donc on n'a pas ça dans la vie technique. Alors on va maintenant entamer la dernière partie de cette conférence et on va rappeler rapidement les principaux points d'attention pour cette clôture. On a imaginé avec Anne que vous étiez surtout intéressé par les volets 1 et 2 et que vous aviez sans doute déjà assisté à un certain nombre de conférences pour vous préparer pour cette clôture. Donc là, on souhaitait déjà rappeler, bien sûr, qu'on est, vous l'avez compris, hein, avec tout ce qu'on vient de vous expliquer, face à un contexte très particulier pour cette clôture. On est sur l'année 2 de mise en œuvre du 7.1 et pour autant, on a en toile de fond une révision d'ampleur des normes. Alors, au plan réglementaire, je le rappelle, mais on l'a déjà dit, vous l'avez compris, c'est le 7.1 qui s'applique cette année. Les ESRS révisés ne seront applicables que pour l'exercice 2026 au plus tôt. Mais alors vous avez vu, on a des nouveautés qui ont été introduites qui concernent les dispositions transitoires. On va y revenir dans un instant avec le quick fix. Mais en pratique, bien sûr, légitimement, les entreprises, eh bien, elles s'interrogent hein, sur les incidences des travaux de l'EFRAG pour cette clôture. Alors il y a un consensus pour dire que, encore une fois, on ne peut pas appliquer tel quel l'avis technique de l'EFRAG. Pour autant, il y a des évolutions qu'on note qui relèvent à notre sens de clarification du 7.1 et donc de facto, ces éléments, ils peuvent être appliqués dès 2025. Par contre, il y a des éléments qui relèvent véritablement de nouveautés et donc ça ne peut bien sûr pas être pris en compte cette année et il faudra attendre 2026 pour pouvoir appliquer ces évolutions.
On va vous présenter rapidement également les priorités que l'ESMA a identifiées pour cette clôture et qui découlent de benchmarks menés dans le cadre des états de durabilité 2024. Alors, si on regarde maintenant rapidement le Quick Fix qui a été adopté par la Commission européenne le 11 juillet dernier et donc qui vise concrètement à amender les dispositions transitoires qu'on avait dans ESRS 1. Alors, l'acte délégué, il est entré en vigueur le 13 décembre, le 13 novembre, pardon, puisqu'on a eu une publication au journal officiel le 10 novembre, donc c'est bien applicable pour cette clôture. Alors, j'alerte sur le fait que les entreprises qui ont une clôture décalée 24-25 ne peuvent pas appliquer ce quick fix, puisqu'en fait, ce texte est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Donc, c'est dommage pour un premier exercice 24-25 de ne pas pouvoir bénéficier de ces dispositions transitoires, mais malheureusement, le texte n'a pas été rédigé d'une manière qui autorise cette application pour une clôture décalée. Et donc là, en pratique, les modifications ciblées qui ont été introduites par la Commission, eh bien, elles visent à garantir aux entreprises de la vague 1 qu'elles n'auront pas à donner davantage d'informations en 2025 et en 2026 par rapport à ce qu'elles ont eu à fournir au titre de 2024. Donc on a concrètement, je dirais, la prorogation des dispositions transitoires qu'on avait à l'annexe C de SRS 1. Et c'est aussi ce que la loi DADU, d'ailleurs, pour 2025 prévoyait. Mais plus largement, l'acte délégué, il étend également ces dispositions transitoires puisqu'il va permettre aux entreprises de la vague 1 de plus de 750 salariés d'omettre en 2025 et 2026 l'ensemble des informations requises par la norme E4 sur la biodiversité et par les normes sociales S2 à S4. Et donc ça, c'est vraiment nouveau par rapport au 7.1. Alors attention, il y a une contrepartie, c'est que si on a des matériels qui sont identifiés en lien avec ces normes E4, S2 à S4 pour lesquelles on souhaite appliquer les dispositions transitoires, il faudra malgré tout donner des informations minimales qui sont listées dans le SRS 2 et notamment une brève description des politiques, des actions, des cibles et donner des indicateurs que l'entreprise juge pertinents. Alors, si on regarde maintenant concrètement les conséquences, je dirais, de l'application du Quick Fix en 2025, donc si une entreprise a publié au titre de 2024 des informations complètes, par exemple sur la biodiversité, mais qu'elle souhaite omettre ces informations en application des dispositions transitoires nouvellement offertes, eh bien l'entreprise, elle va devoir quand même exercer son jugement en lien avec les attentes des utilisateurs, mais également pour répondre aux exigences de SRS 2, pour apprécier finalement quel est le bon niveau d'information à communiquer. On peut aussi noter que si une entreprise de la vague 1 souhaite appliquer les dispositions du Quick Fix, ça n'est pas nécessairement, je dirais, du tout ou rien. Il va être possible de fournir des informations, je dirais, additionnelles par rapport au socle minimal requis par ESRS 2, mais sous réserve, bien sûr, de toujours respecter les caractéristiques qualitatives des informations de durabilité. Et puis, on indique aussi qu'une entreprise ne sera pas tenue de présenter des comparatifs en lien avec l'information 2025 qui a été omise cette année du fait du Quick Fix, quand bien même des informations ont été publiées en 2024, par exemple au titre de la biodiversité. Alors, si on regarde à présent les enjeux en pratique qui découlent de l'omission de ces informations en 2025, donc je l'ai évoqué, l'entreprise, elle va devoir apprécier les conséquences pour le lecteur de l'état de durabilité de cette omission, puisque concrètement, les informations qui seraient omises, eh bien, elles avaient été jugées matérielles l'an dernier. Et puis, l'entreprise va, encore une fois, devoir exercer son jugement pour identifier le nombre et la nature des indicateurs à communiquer, également le niveau de granularité de l'information et les FRAG à expliciter ces éléments dans une FAQ qu'on vous rappelle ici. Donc dans ce contexte, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent en pratique aux entreprises sur la manière de communiquer les informations qui font l'objet de phasing cette année. Donc à des fins de transparence, eh bien, on recommande de mentionner dans l'état de durabilité
euh, les dispositions transitoires qui ont pu être appliquées, d'indiquer les DR pour lesquels des informations ont été communiquées, notamment en cas d'activation partielle de ces dispositions, c'est-à-dire si l'entreprise a souhaité aller au-delà des informations minimales qui sont requises par ESRS 2. Alors, si on s'intéresse maintenant au sujet de la présentation des informations comparatives, donc ce sujet, c'est un sujet nouveau cette année, hein, puisque vous avez en tête que l'an dernier, on avait une disposition transitoire qui permettait de ne pas présenter de comparatif au titre de N-1. Donc on a en pratique, et vous le voyez là avec les trois boîtes sur la première ligne, on a en pratique trois grandes catégories d'informations pour lesquelles des comparatifs doivent être présentés. Donc tout d'abord des indicateurs quantitatifs, par exemple les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite les montants monétaires, par exemple le chiffre d'affaires ou les CAPEX significatifs qui ont été alloués à la mise en œuvre des plans d'action de l'entreprise. Et puis bien sûr les informations narratives quand la présentation de comparatifs eh bien, est utile à la compréhension de l'état de durabilité pour la période en cours. Et on a listé ici trois questions qui se posent en pratique sur ce sujet. Alors la première question, c'est est-ce que l'entreprise doit présenter les variations entre les données N et les comparatifs N-1? Donc sur ce sujet, il n'y a pas d'exigence générale dans le 7.1, mais c'est une information qui est susceptible de devoir être fournie dans certains cas. Tout d'abord, il peut y avoir des dispositions spécifiques dans les normes thématiques qui imposent hein, la présentation de cette variation. C'est le cas notamment avec le DR E16 sur les émissions de gaz à effet de serre. On a un tableau, vous savez, standardisé pour reporter les émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce tableau, on a une colonne qui nous demande de donner les variations entre les émissions au titre de l'année N et celles au titre de l'année N-1. Et puis l'autre situation, c'est par exemple lorsqu'on doit donner une information contextuelle qui va être utile, pertinente pour comprendre la donnée communiquée. Par exemple, lorsque l'entreprise, eh bien, elle doit expliquer les fluctuations dans le nombre de ses salariés par rapport à N-1. Donc concrètement, il faut regarder, je dirais, attentivement les dispositions dans les normes thématiques pour identifier au cas par cas là où on nous demande de présenter la variation NN-1 et puis s'interroger aussi bien sûr en mode prise de recul pour identifier là où il serait souhaitable de donner cette variation. Alors deuxième question, est-ce qu'il faut publier la donnée comparative relative à un indicateur lié à un nouvel IRO matériel sur l'exercice? Donc on identifie en 2025 un nouvel IRO. Donc ça peut nous amener à publier des informations qu'on n'avait pas publiées l'année dernière. Donc là concrètement, bah, c'est oui, il faut en théorie donner cette information comparative dans la mesure où l'exemption transitoire que j'ai évoquée en introduction là, à cette partie sur la présentation d'informations comparatives, bah, elle porte uniquement sur la première année de préparation de l'état de durabilité. Donc, si l'entreprise elle rencontre des difficultés pour publier la donnée comparative, ce qu'on recommande, bah, bien sûr, c'est d'être transparent sur les éventuelles difficultés qui ont pu être rencontrées. Et on peut quand même noter que dans le projet de SRS1 révisé, eh bien, l'EFRAG, pour le coup, a identifié cette difficulté et donc intègre et propose une exemption qui permet de ne pas présenter d'informations comparatives quand l'entreprise elle communique pour la première fois sur un sujet ou un IRO matériel. Donc formellement, c'est une nouveauté, ça n'est pas une clarification du 7.1, mais au besoin, bien sûr, l'auditeur pourra, je dirais, utilement avoir ça en tête pour exercer son jugement afin d'apprécier, bah, je dirais, les conséquences à tirer, le cas échéant, en cas d'absence de données comparatives publiées du fait de cette évolution attendue des textes. Et puis, dernière question sur ce slide. Dans quelle situation faut-il retraiter l'information qui avait été publiée l'an dernier et qui est présentée cette année en cas de comparatif? Alors, le sujet, il est vaste. Je vois qu'on n'a déjà plus beaucoup de temps. Je vais juste vous rappeler qu'on a deux cas de figure qui nécessitent le retraitement des données N-1. Le cas des corrections d'erreurs matérielles et puis le cas de changement dans la préparation ou la présentation des informations de durabilité. Vous avez sans doute en tête que contrairement aux normes IFRS comptables, on n'a pas de
de distinction dans les ESRS entre ce qui relèverait d'un changement de méthode versus ce qui relèverait d'un changement d'estimation. Dans tous les cas, on doit faire des retraitements rétrospectifs. J'attire quand même votre attention sur ce sujet qui soulève voilà, beaucoup de questions, notamment pour le secteur financier, qu'on est en train de réfléchir et de discuter sur la base d'une évolution dans le set 2. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on tiendra voilà, les auditeurs et nos clients informés selon les conséquences que l'on pourrait tirer de la proposition qui est faite dans le set 2 et qui pourrait conduire dans certains cas à ne pas réviser le chiffre comparatif pour tenir compte d'informations nouvelles qui ont été reçues. Voilà, je m'arrête là parce que le sujet est assez vaste et assez complexe et on manque de temps. Anne, je te donne la parole pour nous parler peut-être rapidement DMA et présentation de l'état de durabilité. Merci Carole. Alors effectivement, on voulait revenir sur le sujet analyse de double matérialité et notamment avec cette perspective de qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant de l'ordre de la clarification et qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant de l'ordre de la modification dans les propositions faites au sein de l'avis technique. Et donc, on va parler analyse de matérialité et ensuite, vous verrez qu'on prendra effectivement d'autres sujets. Donc, sur le sujet analyse de matérialité, déjà, le message général, c'est que l'analyse de matérialité, c'était un sujet vraiment très important qui a demandé beaucoup de travail à la clôture 2024. En 2025, normalement, c'est un sujet de mise à jour, mais c'est pas un sujet de révolution. D'accord ? Donc, là, on est plutôt... donc, il n'y avait pas de précision donnée dans ESRS 1 quant à la fréquence de mise à jour des analyses de matérialité. De manière en pratique, l'avis technique propose des dispositions pour préciser que il faut mettre à jour l'analyse de matérialité, voilà, et qu'on n'est pas obligé de la refondre entièrement à chaque exercice. Ça, c'est déjà des choses qu'on avait en tête, et notamment pourquoi parce que l'AMF l'avait dit, il y avait déjà de la guidance qui allait dans ce sens dans les FAQ de l'EFRAG, donc pas de surprise sur ce sujet. Donc là, on attend une mise à jour de la DMA, ce n'est pas une révolution. Voilà. Ensuite, on vous a mis un petit encart sur le sujet des acquisitions et des cessions. Alors là, je fais un petit caveat à part. Donc, sur le sujet des acquisitions-cessions, vous avez entendu de manière très intéressée les reliefs qui sont mentionnés dans l'avis technique, laissant un an pour la prise en compte de ces opérations de périmètre et dans le périmètre et pour l'analyse de matérialité. Et c'est pour ça qu'on en parle ici. Donc, on aura avec l'avis technique plus de temps. Ça, on est plutôt de l'ordre de la modification, c'est-à-dire que c'est pas des choses qu'on avait dans les normes actuelles. Ça va apporter de la flexibilité plus tard, mais c'est de la modification, donc c'est pas applicable en théorie DEFI 25. En revanche, on sait que comme c'est des sujets qui sont compliqués, peut-être qu'il y a des entreprises qui ne sont pas en mesure, malgré leurs meilleurs efforts, de le faire. Il va y avoir un sujet de transparence qui sera nécessaire et surtout, c'est un sujet au cas par cas à discuter avec vos auditeurs dans l'attente d'avoir les ESRS simplifiés. Je passe à la slide suivante sur l'analyse de double matérialité. Qu'est-ce qui peut être considéré comme de la clarification et donc applicable dès cet exercice? On a cette histoire d'approche top-down où l'avis technique apporte des précisions. Donc, on peut démarrer par l'analyse du business model et d'autres facteurs, identifier des choses qui sont importantes plutôt au niveau des topics quand c'est évident, etc. On peut adapter le niveau d'investigation, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé tout le temps de venir évaluer tous les horizons de temps, etc. Carole l'a détaillé tout là-haut. Dans tous les cas, cette notion d'IRO demeure et on doit identifier les impacts, risques et opportunités matérielles. Cette approche top-down, ce pragmatisme, en pratique, c'est de la clarification. En revanche, ce qu'a mentionné Carole tout à l'heure sur les dispositions
qui viennent préciser l'approche. Alors, on l'appelle brut net. Il ne faut pas utiliser ce mot-là parce qu'il n'est pas utilisé dans la norme, mais comme tout le monde voit de quoi on parle, donc là, ça, c'est des dispositions qui modifient la norme. Il y aura des discussions en pratique sur comment comprendre ces paragraphes exactement. Donc, on est de l'ordre de la modification et donc on maintient l'approche qui a été retenue en année 1. Concernant les priorités de l'ESMA, je ne vais pas détailler ce slide, on vous l'a remis pour rappel. J'attire votre attention sur nécessité d'identifier clairement les informations non matérielles, importance sur la transparence liée au seuil, sur l'analyse de double matérialité, etc. On peut passer au slide suivant. Point d'attention donc sur la structure de l'état de durabilité. Il y avait d'ailleurs une question en ce sens. Donc, il y a des flexibilités qui existent dans l'application des ESRS sur la structure de l'état de durabilité. Ce qui peut intéresser les entreprises dans cet avis technique de l'EFRAG, c'est la possibilité de mettre certaines informations en annexe, de présenter un executive summary en introduction, la possibilité de définir le niveau pertinent de comment je communique au titre de mes politiques, actions, target en lien avec mes IRO de manière plutôt groupée, agrégée, spécifique, etc. Donc ça, et c'est la case en jaune, on est de l'ordre de la clarification, évidemment sous réserve de bien respecter les caractéristiques qualitatives de l'information, mais c'est des choses qui peuvent d'ores et déjà être appliquées. Je ne détaille pas la partie gauche parce que le temps est compté. Je vous propose d'aller à la slide suivante. Donc, on vous a remis les priorités de l'ESMA sur les sujets de structure de l'état de durabilité et sur les sujets de périmètre. Donc, de la même manière, c'est plutôt un slide pour rappel pour votre information. Évidemment, ils insistent sur le niveau de transparence pour les limitations quand on couvre, pour les limites qu'on peut avoir rencontrées dans la couverture de la chaîne de valeur ou du périmètre. Donc, évidemment, c'est du bon sens et c'est des rappels concernant les points d'attention de l'ESMA. Et voilà, et je voulais passer 1 minute sur le dernier slide. Là, on vous a remis dans les projets de SRS révisés qu'est-ce qui ne peut pas être appliqué. Donc, c'est évidemment pas une liste exhaustive, mais vous voyez qu'on va retrouver un certain nombre de sujets dont on a parlé tout au long de cette conférence. Il y a des grands changements. Les grands changements, ils sont principalement liés aux allègements. Vous voyez la colonne du milieu. Donc, tout ça est de l'ordre de la modification, ces éléments d'allègement. On a parlé beaucoup du périmètre avec la suppression de l'approche additive. Donc, là aussi, on est de l'ordre de la modification. Le principe d'image fidèle, je ne le répète pas, Carole a bien expliqué tout à l'heure la perspective. Et ensuite, voilà, il y a aussi d'autres modifications, type le fait que la liste ARCS pour l'analyse de DMA devient indicative et non plus obligatoire. Ça constitue aussi une modification, mais ça va donc complètement dans le bon sens. Voilà, j'ai un petit peu accéléré sur la fin. On a fait le tour de nos différents sujets. Je pense qu'il y a peut-être quelques questions. Voilà. Oui, franchement, mille merci. C'était vraiment passionnant, extrêmement complet, extrêmement pédagogique. Vos slides sont vraiment super. Je rassure tout le monde. Vous les aurez dans la matinée, en fin de matinée. Vraiment, mille merci pour ce travail. C'est franchement génial. On ne vous remerciera jamais assez. Peut-être peut-on revenir sur deux, trois choses. Il y a énormément de choses, on pourrait y passer la matinée, mais on n'a pas le temps, et comme vous l'avez souligné. Déjà en termes de périmètre, donc on note effectivement que le nouveau périmètre conduit en fait à une division par deux quasiment du nombre d'entreprises assujetties par rapport à ce que c'était avec la NFRD. En gros, on a une question sur le périmètre. Un groupe coté qui est aujourd'hui dans la vague 1, mais qui ne remplirait pas les deux conditions de seuil de chiffre d'affaires et de salariés, va sortir du champ, mais à partir de quand alors du coup? Uniquement à partir de 2027? Alors, c'est le sujet qu'on a... On a été assez prudent dans la manière dont on a présenté ce sujet. Donc déjà, je confirme que cette entreprise, elle sort du scope, d'accord? Donc, elle a beau être dans la vague 1, comme elle ne remplit pas les nouvelles conditions, elle va sortir du scope.
L'intention du texte, et c'est écrit dans le texte de la CSRD qui va être adopté, c'est d'avoir une mesure d'exemption dès l'exercice FI25. Donc là, c'est maintenant, d'accord, pour que cette entreprise sorte du scope le plus vite possible. En revanche, là, on a un sujet c'est une option qui est laissée à la main des États membres, d'accord, pour identifier un véhicule législatif. Donc en fait, on a quand même avec Carole un gros point d'interrogation sur comment tout ça va se mettre en œuvre. Et donc, il